La Révolution française est souvent perçue comme une rupture radicale, l'acte fondateur d'un monde nouveau fondé sur la liberté, l'égalité et la souveraineté populaire. Pourtant, plusieurs historiens, parmi lesquels Alexis de Tocqueville et François Furet, ont proposé une lecture plus complexe de cet événement. Et si la Révolution avait autant prolongé qu'elle avait renversé l'Ancien Régime? En effet, à travers la centralisation administrative, le renforcement du pouvoir de l'État ou encore la verticalité des institutions, certaines logiques à l'œuvre sous la monarchie semblent avoir survécu, voire s'être intensifiées après 1789. Loin d'un effacement total du passé, la Révolution pourrait apparaître comme un moment de réorganisation profonde dans la continuité d'un processus engagé bien avant elle. À une époque où la question du fonctionnement démocratique suscite de nombreux débats en France, cette grille de lecture historiographique éclaire autrement notre histoire politique. Elle invite à dépasser l'opposition trop simple entre ancien régime et république, entre passé et modernité, pour interroger les liens profonds entre rupture idéologique et continuité institutionnelle. Tocqueville et Furet, chacun à leur manière, nous poussent à penser la Révolution non comme une césure totale, mais comme un moment charnière dans la construction de l'État moderne français. Bienvenue dans l'Histoire sans complexe. L'un des aspects fondamentaux de la centralisation monarchique entamée bien avant 1789 repose sur la progressive érosion des corps intermédiaires, ces structures qui, sous l'Ancien Régime, faisaient le lien entre les individus et le pouvoir souverain. On peut citer comme exemple les parlements, qui étaient des tribunaux, les États provinciaux, les municipalités, les ordres professionnels et l'Église. Leur affaiblissement sous le règne de Louis XIV constitue une étape déterminante dans le passage d'une société d'ordre à une société d'individus administrée par un État central. Les parlements, notamment celui de Paris, jouaient un rôle à la fois judiciaire et politique. Leur pouvoir de remontrance, qui consistait à formuler des critiques sur les édits royaux avant leur enregistrement, leur donnait une capacité d'intervention dans la législation. Ce pouvoir, s'il n'était pas constitutionnel, constituait néanmoins un contrepoids à l'autorité royale. Or Louis XIV, soucieux d'affirmer sa souveraineté absolue, cherche à neutraliser cette fonction. En 1673, il impose au Parlement l'obligation d'enregistrer les édits avant toute remontrance, renversant ainsi le rapport de force. Cette décision marque une volonté claire de faire taire la voix des corps intermédiaires et d'imposer une logique d'exécution verticale des ordres du souverain. Tocqueville observe que cette marginalisation des parlements ne les rend pas plus favorables à la monarchie, bien au contraire. Leur rancœur à l'égard du pouvoir royal alimente leur hostilité lors des premières phases de la Révolution. Ce paradoxe, un corps intermédiaire affaibli mais encore porteur de légitimité, sera l'un des ressorts de la crise politique de 1787 à 1789. Les États provinciaux, présents en Bretagne, Languedoc, Bourgogne, Dauphiné notamment, avaient une compétence surtout fiscale. Ils votaient les impôts royaux dans leur province et géraient certains aspects de l'administration locale. Leur structure tripartite, clergé, noblesse, tiers-état, en faisait des lieux d'expression des intérêts locaux. Mais leur existence même s'opposait à l'uniformisation administrative recherchée par la monarchie. Louis XIV, tout en maintenant formellement leur présence, réduit fortement leur autonomie. Le roi fixe l'ordre du jour, contrôle l'ordre des discussions et impose ses commissaires dans les délibérations. Certaines provinces, comme la Provence ou la Normandie, perdent même la tenue régulière de leurs États.
Les États provinciaux deviennent ainsi, selon Tocqueville, une façade de représentation vidée de substance. Cette érosion du pouvoir des assemblées locales prépare le terrain à la création en 1790 d'une administration départementale homogène, totalement dépendante du pouvoir central. Les villes, en particulier les grandes communes comme Lyon, Bordeaux ou Marseille, bénéficiaient souvent depuis le Moyen Âge de chartes de franchise, leur garantissant une certaine autonomie dans la gestion de leurs affaires, notamment sur le plan de la justice, de la police, de la voirie et des finances. Ces chartes leur permettaient d'élire leurs propres magistrats, échevins, consuls, jurats. Sous Louis XIV, cette autonomie est rognée au profit de la monarchie. Dès 1683, la nomination des officiers municipaux est encadrée. En 1692, une ordonnance impose la vénalité des charges municipales. Les postes municipaux peuvent être achetés et la monarchie conserve le droit d'agrément, c'est-à-dire de valider ou non la nomination. Cette politique affaiblit l'esprit civique local et transforme la fonction publique en un réseau de dépendance personnelle vis-à-vis du roi. Dans certaines villes comme Marseille, le roi va jusqu'à suspendre les institutions locales en cas de révolte, comme lors des troubles de 1660, remplaçant les autorités municipales élues par des commissaires royaux. Si vous en êtes encore là, à ce stade de l'épisode, c'est que ce podcast vous plaît, non ? Alors soyons clairs, vous êtes officiellement membre de la confrérie des passionnés d'histoire. Et qui dit confrérie, dit devoir sacré. Votre mission est la suivante. Premièrement, vous abonner à la chaîne. Alors c'est gratuit, promis, même en période d'inflation. Deuxièmement, laissez un like pour dire à l'algorithme « Oui, ce contenu mérite d'exister ». Et troisièmement, un petit commentaire, même un simple smiley ou un tout petit message, c'est tout bête, mais ça change tout pour le référencement. C'est grâce à vous que je peux continuer à raconter ces récits, à faire revivre notre histoire commune. Et franchement, quand je vois vos retours, vos likes, vos abonnements, ça me donne juste envie de creuser encore plus loin. Alors merci d'être là et bonne écoute à vous. Ce que Tocqueville met en lumière et que François Furet développe dans Penser la Révolution française, c'est le paradoxe suivant. La monarchie absolue prépare la révolution sans le vouloir, en détruisant les médiations sociales et politiques qui faisaient obstacle à une administration directe des individus. Furet écrit, dans son livre, page 52, « La révolution a pu construire l'État moderne parce que la monarchie l'avait préparée, non pas en la voulant, mais en supprimant les conditions d'une société politique pluraliste. L'individu moderne, isolé, ne dépend plus que de l'État, et non plus d'un réseau d'appartenance collective, les provinces, les corporations, l'Église, les villes. Cette situation, déjà largement amorcée en 1789, permet à la Révolution d'installer une administration centralisée et hiérarchisée sans rencontrer d'obstacles politiques locaux. L'institution des intendants de justice, police et finances créée sous la monarchie française à la fin du XVIe siècle et systématisée sous Louis XIII et Louis XIV constitue un levier fondamental de la centralisation monarchique. Les intendants incarnent cette volonté du pouvoir royal de se substituer aux autorités locales traditionnelles en imposant une administration directe, verticale et uniforme sur l'ensemble du territoire. Dès le règne de Louis XIII, sous l'impulsion du cardinal de Richelieu, les intendants deviennent permanents dans les généralités, c'est-à-dire les circonscriptions fiscales et administratives couvrant l'ensemble du royaume. Contrairement aux gouverneurs de province, qui sont issus de la haute noblesse, les intendants sont des commissaires révocables choisis dans la noblesse de robe, souvent membres du conseil du roi ou du parlement et directement subordonnés aux ministres. Sous Louis XIV, leur pouvoir s'étend considérablement.
Ils sont chargés de surveiller l'ensemble de l'administration locale, d'exécuter les ordres royaux, de contrôler la levée des impôts, taille, gabelle, aide, de surveiller les parlements, d'encadrer les milices et d'assurer l'ordre public. Ils cumulent ainsi des fonctions judiciaires, fiscales, militaires et de police. On pourrait dire qu'à la fin de l'Ancien Régime, l'intendant est devenu l'homme du roi dans la province, l'intermédiaire unique entre le pouvoir central et la société locale. La fonction des intendants vise explicitement à briser les particularismes locaux. Par leur action, les différences entre provinces administrées par des coutumes ou des privilèges s'estompent. L'intendant incarne une norme étatique identique pour tous les territoires, qu'il s'agisse de la Bretagne, encore dotée de ses États provinciaux, ou du Languedoc gouverné selon ses propres statuts. Dans les villes, les intendants interviennent dans la désignation des officiers municipaux, dans le contrôle des finances locales et même dans la fixation des prix en période de crise. Ils réforment ou suspendent les délibérations des conseils municipaux si celles-ci sont jugées contraires à l'intérêt royal. Comme par exemple à Bordeaux, l'intendant Claude Boucher, entre 1720 et 1740, impose de nombreuses réformes fiscales et sanitaires sans consultation des jurats au nom de l'efficacité administrative. Les intendants préfigurent ce que François Furet appellera dans son ouvrage une forme impersonnelle de l'État moderne. Ce ne sont pas des seigneurs enracinés localement, mais des fonctionnaires nommés sans attache avec la population qu'ils administrent. Leur autorité repose uniquement sur leur délégation de pouvoir depuis Versailles. Furet note que cette figure de l'intendant prépare psychologiquement les Français à être administrés par l'État plutôt que par des institutions locales, ce qui facilite l'acceptation, après 1789, d'un État jacobin, centralisateur et uniforme. L'administration révolutionnaire ne fera que remplacer les intendants par des commissaires de la Convention, puis des préfets napoléoniens, en conservant la même logique de contrôle territorial rigoureux depuis le centre. Cette transition est particulièrement visible en 1790 lors de la création des départements. Les anciennes généralités sont remplacées, mais la logique géométrique et égalitaire d'administration uniforme reste inchangée, illustrant la continuité soulignée par Tocqueville. La Révolution a changé le nom des institutions, mais non leur nature. Ce pouvoir croissant des intendants s'est imposé sans représentation locale dans un système où les décisions sont prises au sommet de l'État et descendues sans concertation. Cela marque une rupture avec les traditions médiévales de délégation et de consultation. L'individu devient un administré, non un acteur du politique. Cette absence de représentation réelle est un élément central dans l'analyse de François Furet qui considère que la Révolution, en prétendant rendre le pouvoir au peuple, n'a en réalité fait que reconduire une tradition d'absolutisme administratif. Dans l'Ancien Régime et la Révolution, Alexis de Tocqueville développe une thèse centrale et paradoxale. La Révolution française, loin d'avoir constitué une rupture dans l'organisation administrative du pouvoir, prolonge et perfectionne l'œuvre de centralisation commencée sous la monarchie absolue. Selon lui, la Révolution n'a pas inventé l'État centralisé, elle l'a simplement radicalisé, en supprimant les dernières résistances institutionnelles et symboliques qui subsistaient à la veille de 1789. Ce que la monarchie n'avait pas osé ou pu accomplir, notamment par respect pour certaines coutumes ou face à la résistance des corps, la Révolution le réalise avec une brutalité et une efficacité inédites. Ce n'est pas la Révolution qui a détruit la société féodale, c'est l'Ancien Régime lui-même. La Révolution a simplement ôté les débris. La suppression des ordres sociaux, des privilèges provinciaux, des coutumes locales et la mise en place en 1790 des départements, tous construits sur le même modèle géométrique et administrés de façon identique, illustrent cette quête d'unification absolue.
Là où l'Ancien Régime conservait encore des distinctions territoriales, ou du point de vue de la langue, du droit coutumier ou de la fiscalité, la Révolution impose l'uniformité au nom de l'égalité. Tocqueville y voit une logique centralisatrice poussée à son terme, mais cette fois légitimée par la souveraineté populaire. Ce n'est plus le roi qui administre sans contre-pouvoir, mais la nation incarnée dans l'État, qui agit au nom de l'intérêt général. L'une des thèses les plus novatrices de Tocqueville est de souligner que les formes de pouvoir ont peu changé, même si le vocabulaire, la source de légitimité et les symboles ont été renouvelés. Sous l'Ancien Régime, l'État prétendait agir au nom du roi et de Dieu. Après 1789, il agit au nom du peuple souverain. Mais dans les deux cas, il agit d'un pouvoir centralisé, hiérarchisé, unificateur, défiant à l'égard des corps intermédiaires et de l'autonomie locale. Ainsi, la Révolution réactive le même modèle d'administration verticale, mais sous un habillage idéologique nouveau. Tocqueville écrit que les révolutionnaires croyaient détruire l'Ancien Régime alors qu'ils en achevaient l'œuvre, non pas dans sa lettre, mais dans son esprit, la soumission de la société à un pouvoir central impersonnel. Cette analyse conduit Tocqueville à une critique plus large du pouvoir moderne, un État puissant intervenant partout, émanant du peuple, mais échappant au contrôle effectif de la population, ce qu'il nommera plus tard dans De la démocratie en Amérique, le despotisme doux des sociétés démocratiques. Déjà dans l'Ancien Régime et la Révolution, il souligne que la Révolution n'a pas rendu les Français plus libres, au sens classique de la liberté politique. Elle les a rendus plus égaux et plus administrés, plus dépendants d'un pouvoir central omniprésent. L'Ancien Régime français, particulièrement sous sa forme absolutiste, constitue historiquement l'un des archétypes européens du pouvoir centralisé sans représentation effective. En dépit d'un appareil symbolique évoquant l'unité du royaume et la protection des privilèges des ordres et des provinces, la monarchie absolue repose sur une conception de l'autorité souveraine, indivisible et personnelle, exercée sans véritable médiation institutionnelle entre le roi et ses sujets. Ce modèle de gouvernement prépare, selon Tocqueville et Furet, la possibilité d'un État centralisé moderne où la légitimité remplace la représentation. La théorie de l'absolutisme monarchique s'affirme avec force à partir du XVIIe siècle. Louis XIV en particulier incarne la figure du roi lieutenant de Dieu sur terre, dont l'autorité n'est limitée ni par une constitution, ni par des assemblées permanentes. Il affirme « l'État, c'est moi », formule apocryphe, mais révélatrice de la concentration du pouvoir entre les mains du souverain. Dans les faits, cette souveraineté s'exerce sans représentation nationale permanente. Les États généraux, forme embryonnaire de parlement national, ne sont plus convoqués entre 1614 et 1789. Il n'existe donc aucune institution régulière capable d'exprimer la volonté du royaume face au roi ou de l'obliger à rendre des comptes. La monarchie française se distingue en cela des monarchies représentatives comme l'Angleterre où le Parlement constitue un véritable contre-pouvoir. Cette absence de représentation ne signifie pas l'absence d'administration mais bien l'exercice solitaire du pouvoir relayé par des agents nommés, les intendants, les ministres, les commissaires, sans consultation du peuple ni de corps collectif à l'échelle nationale. Selon Tocqueville, cette forme de gouvernement produit un rapport particulier entre les Français et l'autorité. Les individus sont directement soumis à l'État royal, sans relais, sans représentation, sans autonomie. Le roi se substitue partout au corps, il administre, juge, règle seul. Cette logique s'accompagne de la marginalisation progressive des assemblées locales, comme les États provinciaux déjà évoqués, mais aussi les municipalités souvent réduites à des fonctions exécutives subalternes.
Le citoyen de l'Ancien Régime n'est pas un acteur politique, il est un sujet administré dans un cadre où le roi incarne la seule volonté légitime. Ce que l'on peut dire, c'est que la culture politique française s'est construite hors du principe représentatif. La Révolution, en rejetant la représentation comme compromission aristocratique, prolonge cette défiance monarchique envers les corps intermédiaires. Autrement dit, l'idée que le pouvoir doit être indivisible et sans médiation n'est pas née avec la Révolution. Elle prolonge un imaginaire politique forgé sous l'absolutisme royal. La monarchie française connaissait certes des formes de représentation qu'on a déjà citées, mais celles-ci étaient irrégulières, les états généraux n'étaient que très peu convoqués, notamment en période de crise financière, ils n'ont pas été convoqués pendant plus d'un siècle et demi. Elles étaient inégalitaires, chaque ordre, clergé, noblesse, tiers, votait séparément, ce qui donnait forcément une supériorité structurelle aux deux premiers ordres. Et elles étaient subordonnées. Ces corps ne remettaient pas en cause la souveraineté du roi, mais discutaient de la levée des impôts, de l'enregistrement des édits ou de questions locales. La monarchie pouvait suspendre, réformer ou contourner ces instances à sa convenance. Cette précarité institutionnelle est pour Tocqueville l'un des éléments clés de la centralisation monarchique. Le roi ne partage pas le pouvoir, il l'octroie selon son bon vouloir. Le pouvoir sans représentation de l'Ancien Régime crée un précédent historique majeur. On peut gouverner une nation entière sans l'intermédiaire de corps élus ou délibérants, à condition de disposer d'une légitimité suffisante, autrefois divine, plus tard nationale. Furet met ici en lumière une continuité idéologique entre la monarchie et la Révolution. Là où l'on aurait pu espérer l'émergence d'un parlementarisme représentatif à l'anglaise, la Révolution choisit au contraire de rejeter la représentation au profit d'un pouvoir direct du peuple, incarné successivement par l'Assemblée nationale, la Convention, puis plus tard par Bonaparte. Ce rejet n'est pas accidentel, il s'explique par une culture politique façonnée par l'Ancien Régime où l'idée même de négociation ou de pluralité était perçue comme un désordre. François Furet avance une thèse à la fois novatrice et dérangeante pour la tradition républicaine française. L'idée de souveraineté populaire qui fonde la légitimité révolutionnaire n'est pas en rupture avec la monarchie absolue, mais en constitue une transfiguration moderne. Loin de mettre fin à l'autorité indivisible, la Révolution l'a déplacée, du roi à la nation, tout en conservant les mécanismes d'un pouvoir sans partage, centralisé, vertical et sacralisé. Dans la monarchie absolue, le roi est l'incarnation de l'unité du royaume, source unique du droit, de la justice et de la souveraineté. Ce pouvoir concentré, personnel, transcende les intérêts particuliers au nom du bien commun qu'il prétend définir seul. La Révolution française, en abolissant la monarchie en 1792, remplace le roi par un nouveau principe de légitimité, la souveraineté du peuple. Mais comme l'analyse Furet, ce peuple n'est pas conçu comme une pluralité d'individus ou de groupes. Ce serait une approche libérale et représentative, mais il est plutôt conçu comme une entité une, abstraite et indivisible, expression directe de la volonté générale. La Révolution ne brise pas le cadre intellectuel de l'absolutisme, elle l'inverse. Ce que le roi était hier, une autorité sacrée, exclusive, incontestée, le peuple le devient aujourd'hui à travers la nation ou l'assemblée. Le transfert est symbolique et politique, mais non structurel. L'imaginaire de l'autorité en France est marqué par le rejet des corps intermédiaires et de la représentation. Cette défiance, déjà présente dans la monarchie, se prolonge dans l'idée révolutionnaire que la nation n'a pas besoin d'intermédiaires pour s'exprimer. Ainsi, l'Assemblée nationale constituante en 1789 puis la Convention montagnarde
en 1793, ne se pense pas comme représentant du peuple, mais comme son incarnation. Le débat représentatif est réduit à un exercice de vérité. Celui qui parle au nom du peuple ne peut avoir tort. Cela justifie l'élimination politique des opposants, qu'ils soient classés un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, les Girondins, les Enragés, les Hébertistes et les Vendéens. Ils sont tous présentés comme des ennemis de la nation. Furet montre ici que le modèle monarchique, un pouvoir unique, infaillible, parlant au nom d'un principe supérieur, est réinvesti dans l'idée du peuple souverain. Ce glissement permet d'expliquer la logique de la terreur, non comme une déviance accidentelle, mais comme un produit organique de cette conception unitaire du pouvoir. Furet insiste sur le fait que la Révolution ne met pas en place un système libéral au sens d'un régime parlementaire fondé sur la séparation des pouvoirs, le pluralisme des opinions et la protection des droits individuels. Au contraire, elle construit une idéologie du pouvoir unifié, où la souveraineté est absolue parce que populaire. Le régime révolutionnaire se pense comme un pouvoir d'origine populaire, mais d'exercice absolu. Ce qui était autrefois justifié par la volonté de Dieu devient désormais l'expression infaillible de la volonté générale, avec les mêmes conséquences: centralisation extrême, marginalisation des oppositions, sacralisation du pouvoir. C'est en cela que Furet rejoint Tocqueville. La révolution ne détruit pas l'ancien régime, elle réalise son projet ultime, une société administrée par un pouvoir central sans aucune médiation, fondée sur une légitimité supérieure. Le changement réside dans la source idéologique du pouvoir, non dans ses formes d'exercice. Furet voit dans cette logique une constante de l'histoire politique française qui transcende la césure de 1789. La centralisation jacobine, le culte du peuple, puis le bonapartisme sont autant de reconfigurations d'un même imaginaire politique, où la diversité, le conflit, la négociation sont perçus comme des menaces à l'unité nationale. Cette approche permet de comprendre la spécificité française dans l'histoire des démocraties occidentales, là où d'autres pays comme l'Angleterre ou les États-Unis construisent leur démocratie sur la base du compromis, du pluralisme et des institutions représentatives. La France moderne hérite d'un modèle révolutionnaire autoritaire enraciné dans le passé monarchique. L'un des ressorts fondamentaux de la Révolution française, l'exigence d'égalité entre les hommes, ne naît pas avec la prise de la Bastille ou les décrets de l'Assemblée nationale. Il s'inscrit dans un mouvement intellectuel et culturel de longue durée, porté à la fois par la philosophie des Lumières, mais également par les tensions sociales internes à l'ancien régime, y compris au sein même de la noblesse. Avant même 1789, l'idée d'égalité morale entre les individus s'est imposée dans les discours, sapant progressivement les justifications traditionnelles de l'ordre social hiérarchisé. Les philosophes des Lumières posent les bases d'un égalitarisme moral universel fondé sur l'idée que tous les hommes, par nature, sont doués de raison, de sensibilité et de droit. Montesquieu, Voltaire, Rousseau et Diderot, chacun à leur manière, développent une conception de l'homme indépendant de sa naissance, de son rang ou de son statut. Rousseau, dans le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes écrit en 1755, distingue entre inégalité naturelle, force, intelligence, et inégalité sociale qu'il considère comme injuste et artificielle. Cette distinction devient centrale dans la critique de l'Ancien Régime. Diderot, dans l'Encyclopédie, promeut un idéal de mérite, de raison et de vertu en opposition aux privilèges hérités. Même Montesquieu, plus modéré, critique la rigidité des ordres et appelle à une répartition plus rationnelle des pouvoirs, suggérant que la loi doit s'appliquer également à tous. Ces idées
pénètre les élites cultivées des années 1760-1780. Elle délégitime intellectuellement la société d'ordre fondée sur la naissance et prépare une nouvelle norme morale, celle de l'égalité des droits. Paradoxalement, une partie de la noblesse contribue elle-même à cette dynamique égalitaire en contestant les privilèges traditionnels au sein de son propre ordre. L'essor de la noblesse de robe, issue de la bourgeoisie enrichie et formée, introduit une rivalité croissante avec la noblesse d'épée. Cette fracture alimente un discours méritocratique. Ce n'est plus la naissance, mais le service de l'État et le mérite personnel qui devraient fonder la reconnaissance sociale. De nombreux petits nobles se sentent exclus du système de cour et des honneurs réservés aux grandes familles. Ils critiquent la concentration des privilèges et rejoignent parfois comme Mirabeau les revendications du tiers-État. La noblesse elle-même devient donc porteuse d'un idéal d'égalité, au moins partiel, dans un contexte de crise sociale et économique, endettement, déclassement, fiscalité injuste. Ainsi, à la veille de la Révolution, l'idée d'égalité morale est largement intériorisée par les élites lettrées, par une partie du clergé bas et même par certains nobles. La société d'ordre est contestée non seulement de l'extérieur, par le tiers-État, mais de l'intérieur sur ses propres bases, la raison, la justice, l'équité. Cette égalité n'est pas encore sociale ou économique, mais elle sape la légitimité symbolique des privilèges et rend inéluctable une redéfinition des fondements du pouvoir politique. Tocqueville le note dans l'Ancien Régime et la Révolution, l'idée d'égalité était déjà dans les esprits bien avant d'être dans les lois. Tocqueville avance une thèse originale et contre-intuitive. L'égalité n'est pas née avec la Révolution française. Elle est un produit de l'évolution historique de la monarchie qui, en affaiblissant les structures féodales et en nivelant les statuts sociaux sous son autorité, a préparé le terrain à l'égalitarisme révolutionnaire. Selon Tocqueville, l'idée d'égalité précède la démocratie, et c'est la monarchie elle-même qui a commencé à l'imposer sans forcément en accepter les implications politiques. Sous l'Ancien Régime, la monarchie absolue s'est efforcée de réduire l'autonomie des seigneurs, des provinces et des ordres, en soumettant tous les sujets du roi à une autorité unique. Ce processus a pour effet de rapprocher les individus dans leur relation au pouvoir, en les plaçant tous également sous l'autorité du roi. Tocqueville note que le serviteur du roi pouvait être un roturier, qu'un noble ne pouvait s'opposer à une décision royale sans être écarté et que le lien personnel avec le souverain primait sur le rang héréditaire. Cette logique favorise une forme d'égalitarisme juridique et administratif dans la dépendance au centre, même si l'inégalité sociale persiste. Par exemple, les intendants, les agents de l'État royal issus de la noblesse de robe, peuvent exercer une autorité sur des nobles d'épée dans les provinces. Cela traduit une mutation de la hiérarchie sociale où le mérite et la compétence commencent à concurrencer la naissance. Tocqueville observe que la monarchie a démantelé les anciennes solidarités féodales. Le paysan ne dépend plus de son seigneur mais de l'administration royale. Les villes perdent leurs privilèges municipaux au profit d'un pouvoir central qui prétend agir pour tous. Cette désagrégation des corps sociaux traditionnels produit un individu plus isolé mais plus égal dans sa condition d'administré. Le roi avait commencé l'œuvre d'égalisation des conditions en détruisant les pouvoirs intermédiaires. Ce nivellement, préparé par l'absolutisme, ne repose pas sur une conception démocratique de la société, mais sur une volonté de gouverner plus efficacement. C'est un égalitarisme fonctionnel et politique, non idéologique. Dans cette optique, Tocqueville distingue deux dynamiques historiques différentes. En Angleterre, la tradition politique met l'accent sur la liberté, limitation du pouvoir royal, rôle du Parlement, droits individuels. En France, la tradition monarchique produit une centralisation autoritaire, mais égalitaire dans ses effets.
tous les sujets sont également soumis, également administrés, également impuissants politiquement. La Révolution hérite de cette culture. Les Français veulent l'égalité avant la liberté. Les Français ont été plus passionnés pour l'égalité que pour la liberté. Cela explique pourquoi, dès 1793, la démocratie issue de la Révolution peut s'accommoder de la centralisation, de la terreur, voire du despotisme, tant que les privilèges sont abolis et l'égalité proclamée. François Furet s'oppose à l'idée d'une révolution surgie ex nihilo, porteuse d'une idéologie entièrement nouvelle. Selon lui, l'égalitarisme qui structure le discours révolutionnaire est le fruit d'une lente maturation intellectuelle et sociale sous l'Ancien Régime et s'inscrit dans la continuité de la transformation du lien politique en France. Ce que la Révolution radicalise, ce n'est pas une nouveauté, mais une tendance ancienne à l'uniformisation et à l'universalisation des rapports sociaux amorcés bien avant 1789. Furet montre que l'idéologie égalitaire de la Révolution, qui proclame l'universalité des droits, l'abolition des privilèges et la souveraineté du peuple, s'appuie sur deux dynamiques préexistantes. D'un côté, la philosophie des Lumières qui promeut l'égalité naturelle entre les hommes et dénonce les distinctions artificielles, de l'autre la centralisation monarchique qui uniformise l'administration. Ainsi, l'idéal d'une société composée d'individus égaux en droit détachés de tout statut collectif ne naît pas avec la Révolution, mais mûrit dans l'Ancien Régime sous les effets conjugués de l'absolutisme et de la pensée critique. L'analyse de Furet met en lumière le fait que la société française d'Ancien Régime, à la veille de la Révolution, est déjà largement désintégrée sur le plan politique. Les ordres existent encore juridiquement, mais ils sont déjà perçus comme illégitimes. Les solidarités collectives, les corps, les provinces, l'Église, sont affaiblies. L'individu isolé face à l'État est devenu la norme. Dans ce contexte, l'idéologie égalitaire ne vient pas créer un ordre nouveau, mais donner une cohérence à un ordre déjà transformé. Elle légitime un monde sans médiation, dans lequel chaque citoyen ne se définit plus que par son appartenance à l'humanité et à la nation, indépendamment de sa naissance ou de son rang. L'égalitarisme révolutionnaire est moins une invention qu'un dévoilement. Il nomme ce que la monarchie avait déjà rendu possible, une société d'individus. L'une des forces du discours révolutionnaire est de se présenter comme une rupture totale avec le passé. Mais Furet insiste. La Révolution est dans une large mesure l'accomplissement de l'Ancien Régime et non sa destruction. L'idéologie égalitaire de 1789-1793 reprend la logique monarchique d'un pouvoir unificateur, radicalise la critique des privilèges entamés dans les décennies précédentes et transforme un état de fait en doctrine politique. L'égalité n'est plus seulement une aspiration morale ou un effet administratif, elle devient le principe fondateur de l'ordre nouveau. Ce glissement du pratique vers l'idéologique, du vécu vers le normatif, donne à la Révolution sa puissance doctrinale, mais ne masque pas la continuité des fondements. Dans les années précédant la Révolution, Louis XVI, poussé par la crise financière, tente d'engager une série de réformes administratives visant à rationaliser le fonctionnement du royaume. L'une des plus significatives est la création en 1787 d'assemblées provinciales dans plusieurs généralités, le Berry, le Bourbonnais, Languedoc notamment. Ces assemblées avaient pour but de délibérer sur les questions fiscales, agricoles, éducatives et de voirie à l'échelle locale, de favoriser la participation des trois ordres avec une représentation plus équilibrée du tiers-État et de produire une administration plus efficace en limitant le pouvoir des intendants tout en maintenant quand même la tutelle royale. Bien qu'encadrées par des commissaires royaux, ces assemblées marquent une tentative de déconcentration administrative, sans véritable autonomie politique. Elles révèlent aussi
une volonté croissante de mobiliser les compétences locales, en particulier celles issues du tiers-état éduqué, magistrats, médecins, économistes, ingénieurs. Tocqueville y voit le signe que la monarchie sentait le besoin de réformer, mais qu'elle ne pouvait plus le faire sans perdre le contrôle du pouvoir. Elle voulait la réforme, mais redoutait la liberté qu'elle impliquait. Parallèlement, on assiste sous Louis XVI comme déjà sous Louis XV à une montée en puissance d'une administration d'expertise. L'État monarchique mobilise de plus en plus des ingénieurs des ponts et chaussées pour l'aménagement du territoire, des statisticiens inspecteurs des manufactures, des commissaires aux subsistances formés dans des écoles techniques, des magistrats et juristes issus du tiers-état, souvent nobles de robe ou roturiers anoblis. Ces hommes, souvent influencés par les Lumières et proches de la pensée physiocratique, sont porteurs d'un idéal de gouvernement rationnel, efficace, impersonnel. Leur présence renforce une logique de technicisation du pouvoir où l'efficacité prime sur l'appartenance sociale ou nobiliaire. Furet souligne que cette nouvelle élite administrative, déjà bien active avant 1789, va jouer un rôle central dans la mise en place de l'État révolutionnaire puis impérial. Elle constitue la colonne vertébrale d'un pouvoir désormais exercé par des compétences, non par privilège de naissance. La Révolution française, en abolissant les provinces et les corps intermédiaires en 1790, donne une forme définitive à cette centralisation rationnelle. Elle crée 83 départements de taille et de structure homogène conçus selon des critères géométriques et démographiques, des districts, cantons, communes, tous organisés selon un modèle identique dans une logique de parfaite égalité territoriale, une administration uniforme où les agents locaux sont d'abord élus puis nommés sous le Directoire et sous l'Empire. Cette dynamique trouve son aboutissement sous Napoléon Bonaparte qui institue par la loi du 17 février 1800 le préfet, successeur direct de l'intendant monarchique. Le préfet devient le représentant unique de l'État dans le département, responsable de l'ordre public, de la collecte des impôts, de la mise en œuvre des lois, de l'éducation, etc. Il est nommé par le pouvoir central et placé sous la hiérarchie du ministère de l'Intérieur. Furet souligne ici la remarquable continuité du système administratif. La Révolution puis l'Empire n'ont pas détruit l'État monarchique, ils lui ont donné sa forme moderne. Les réformes de Louis XVI, en particulier les assemblées provinciales, la montée des techniciens du tiers-état et la rationalisation administrative montrent que la Révolution n'a pas inventé l'État moderne, mais l'a systématisé et idéologisé. Tocqueville comme Furet insistent sur cette filiation. La logique centralisatrice, technocratique, égalitaire dans sa structure est déjà à l'œuvre avant 1789. La Révolution ne fait qu'achever et légitimer cette transformation en supprimant les formes anciennes et en imposant une organisation rigoureusement unifiée du territoire et des fonctions. François Furet met en lumière une des fonctions majeures de la Révolution, la construction d'un nouveau récit national fondé sur l'idée d'une rupture radicale avec le passé. Selon lui, l'année 1789 est érigée en année zéro de l'histoire française, c'est-à-dire le point de départ d'un monde nouveau, libéré du poids des traditions féodales, des hiérarchies anciennes et des privilèges aristocratiques. Ce récit ne se contente pas de fonder des institutions nouvelles, il réécrit le passé en le condamnant globalement, en le vidant de toute légitimité, pour mieux instaurer une culture politique de la table rase. Furet insiste sur le fait que la Révolution ne se définit pas seulement comme un événement politique, mais comme un acte de fondation symbolique chargé d'une portée universelle. Elle se présente comme le moment où le peuple reprend son destin en main, où la liberté, l'égalité, la souveraineté deviennent réalité, et ce, en opposition complète à tout ce qui précède. La Révolution s'institue elle-même comme commencement absolu. Ainsi,
Le 14 juillet 1789 ou la nuit du 4 août, qui abolit les privilèges féodaux, sont interprétés non comme des étapes dans une évolution, mais comme des actes d'éradication d'un passé perçu comme illégitime dans son ensemble. Cet acte fondateur implique un effacement du passé, dans les esprits, les institutions, la mémoire collective. La suppression des titres nobiliaires, des blasons, des signes distinctifs aristocratiques en sont le premier élément. Le deuxième, c'est la réforme du calendrier, avec l'instauration du calendrier républicain qui commence en 1792 à l'an 1 de la République, effaçant toute référence à l'ère chrétienne et monarchique. Troisièmement, le changement des toponymes, avec la suppression des noms de lieux liés à la monarchie ou à la religion. Par exemple, la ville de Versailles devient la ville libre. Et quatrièmement, la création des fêtes civiques, célébrant la République, la loi, la raison, en remplacement des fêtes religieuses ou royales. Ces gestes marquent une volonté de rompre la continuité historique, de substituer à l'histoire ancienne une mémoire nouvelle, dans laquelle 1789 marque le véritable commencement de la nation française, désormais définie par le peuple et non par la dynastie. Furet souligne que cette vision n'est pas seulement populaire ou militante, mais devenue doctrine d'État sous la Convention, puis dans les discours républicains postérieurs. L'enseignement, l'historiographie, la symbolique nationale sont reconfigurés autour de cette date fondatrice qui devient l'origine officielle d'un régime de vérité. Ce qui précède 1789 est au mieux obscur, au pire tyrannique. Il s'agit donc d'un récit structurant où la Révolution ne poursuit pas l'histoire française, elle la recommence. Furet souligne le caractère religieux de ce discours. Comme le christianisme à son an 1, la République fonde son propre temps. Ce que Furet met en lumière, c'est le contraste entre la rupture proclamée et la continuité réelle des structures politiques et sociales. La Révolution prétend abolir le passé, mais elle réemploie les outils de la monarchie, centralisation, administration verticale, exclusion des corps intermédiaires. La discontinuité affichée est narrative, symbolique, idéologique, mais non complètement institutionnelle. Ce phénomène est ce qu'il appelle la mise en récit de la Révolution, un discours qui produit du sens historique en exagérant la césure pour mieux légitimer l'ordre nouveau. Alexis de Tocqueville défend une thèse centrale et nuancée. La Révolution française n'a pas constitué une rupture structurelle avec l'Ancien Régime, mais elle a produit dans les esprits l'illusion d'une rupture totale, ce qu'il appelle une rupture psychologique. Pour Tocqueville, la discontinuité perçue par les contemporains et racontée par l'historiographie post-révolutionnaire masque en réalité une profonde continuité dans les institutions, les pratiques administratives et les logiques de pouvoir. La perception d'une rupture radicale vient de ce que la Révolution a su produire un langage politique nouveau, appuyé sur des principes universels, souveraineté populaire, égalité des droits, liberté individuelle. Ces concepts, diffusés à grande échelle, ont modifié la manière dont les individus se représentaient leur place dans la société, même si, dans la pratique, l'État restait fortement centralisé, hiérarchisé et peu participatif. C'est cette dissociation que Tocqueville met en évidence. D'un côté, un imaginaire de rupture et d'émancipation, de l'autre, une reproduction des logiques monarchiques. La rupture réside dans les esprits, dans les discours et les émotions politiques, beaucoup plus que dans les structures véritables. Tocqueville insiste sur le fait que les réformes révolutionnaires s'inscrivent dans la continuité administrative de l'Ancien Régime, comme on l'a déjà dit avec les départements, le préfet, les impôts unifiés, la conscription, etc. En revanche, les hommes de 1789 se croient entièrement libérés du passé. C'est ce qu'il appelle une illusion rétrospective, produite par le discours révolutionnaire lui-même, qui transforme des évolutions progressives
en événement fondateur. Les Français ont cru recommencer l'histoire alors qu'ils continuaient la leur. Tocqueville anticipe sur ce point la thèse que développera François Furet. Le récit révolutionnaire construit une mémoire discontinuiste qui transforme 1789 en an 1 et obscurcit les enchaînements historiques. La nouveauté n'est pas dans les institutions, mais dans la manière de concevoir le rapport au passé. Rupture, tabula rasa, régénération. Tocqueville et Furet démontrent que la Révolution française a modifié la légitimité du pouvoir, mais non sa structure. En passant du roi à la nation, du sujet au citoyen, elle opère une révolution symbolique, mais elle reproduit le fonctionnement d'un pouvoir centralisé, impersonnel, unifié, méfiant envers les médiations locales. L'État moderne est ainsi l'héritier fonctionnel, sinon idéologique, de la monarchie absolue, et la République elle-même, en matière de gouvernement, a marché sur les traces de l'Ancien Régime. La Révolution française perpétue l'Ancien Régime en reproduisant ses structures fondamentales sous des justifications nouvelles. Elle conserve un État. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire. Ça change vraiment tout au niveau du référencement et du placement de mes podcasts dans l'algorithme. Encore merci et à très bientôt pour de nouveaux podcasts.